Aujourd'hui, c'est la journée du t-shirt rose, la journée contre l'intimidation. Est-ce que vous êtes victime d'intimidation? Moi, je l'ai été à plusieurs reprises dans ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence. Et maintenant, à l'âge adulte, ça fait plus de 10 ans que je suis victime de façon continue d'intimidation, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, mon but aujourd'hui, en cette journée du chandail rose contre l'intimidation de l'année 2025, c'est de faire une vidéo qui pourrait apporter de l'aide, si minime soit-elle, à d'autres personnes qui sont aussi victimes d'intimidation. Je ne suis pas une spécialiste, une travailleuse sociale ou une psychologue ou autre qui vous en parlerait d'un point de vue professionnel. Je suis simplement quelqu'un qui va parler à partir de son expérience personnelle, en sachant que, en ce qui me concerne, une chose qui m'a aidée plusieurs fois, surtout ces dernières années où j'ai particulièrement souffert d'être victime d'intimidation, c'est d'entendre parler du vécu d'autres personnes qui avaient aussi vécu la même chose. En fait, juste de savoir qu'on n'est pas le seul à avoir expérimenté un traitement désagréable, juste ça, ça aide à relativiser, à prendre ça moins personnel. Aussi, le fait de discuter avec d'autres victimes d'intimidation ou simplement écouter leurs témoignages, ça aide souvent à clarifier des choses, à identifier des stratégies utilisées par les intimidateurs. Ensuite, ça permet de mieux se protéger, d'agir de façon à ce que les intimidateurs ne puissent pas nous faire de mal. Pour ma part, le fait d'écouter des influenceurs comme Brad Polumbo et Blair White parler de leurs haters, comme on dit, ça m'a beaucoup aidé ces dernières années. Ça m'a aidé, entre autres, à intégrer qu'il ne faut pas prendre ça trop personnel. Tous ceux qui osent s'exprimer en public risquent d'être la cible d'imbéciles qui ne savent pas réagir au désaccord avec maturité. Et écoutez, Blair White et Brad Polumbo, deux personnes pour qui j'ai une certaine admiration, ils vivent nécessairement bien pire que ce que je vis, parce qu'ils ont beaucoup plus de notoriété. Je suis loin d'avoir autant d'abonnés à ma chaîne YouTube que Brad Polumbo ou Blair White, mais si ne serait-ce qu'une personne victime d'intimidation en vient à m'écouter et à pouvoir se sentir mieux, ou mieux réagir face à l'intimidation, face à ça, eh bien, j'aurais pas fait ça pour rien. Ça aurait été mon grain de sel pour contribuer à rendre un peu de bien-être aux victimes d'intimidation. Alors, je vais parler de 3 traits récurrents chez les intimidateurs. Premièrement, celui qui participe à de l'intimidation en groupe va souvent se déresponsabiliser en disant que lui, pris individuellement, il n'a rien fait ou presque. Deuxièmement, les intimidateurs se déresponsabilisent en blâmant leurs victimes. Troisièmement, les intimidateurs agissent de façon à pousser leurs victimes à bout, et le jour où la victime, sous le coup de l'émotion, finit par répliquer, il pointe sa réaction en disant « Ah, vous voyez, c'est elle qui s'en prend aux autres et pas l'inverse. » Donc, premier point, les intimidateurs se déresponsabilisent en prétendant qu'ils n'ont rien fait. Je commence par vous raconter une anecdote, un souvenir d'une intervention de la maîtresse quand j'étais en 4e année du primaire. Ma 4e année a vraiment été difficile parce que la majorité des enfants de la classe s'en prenaient à moi et personne ne voulait être mon ami. Il y avait un garçon dans la classe, un nouveau de cette année-là, qui heureusement pour moi n'est pas revenu en 5e année. Il avait beaucoup d'influence sur les autres et il m'avait prise pour cible. Et entre autres, il entraînait les autres enfants à dire qu'il ne fallait pas me toucher parce que j'avais la peste. Alors du coup, souvent, les enfants
Je faisais juste passer à côté d'eux, ils faisaient « Ah! » Puis ils s'éloignaient, ou alors ils se disputaient pour ne pas être juste devant moi ou juste derrière moi dans les rangs. Ce genre de réaction. Une fois, un enfant est passé à côté de moi et il a fait un détour caricatural pour me montrer qu'il s'assurait de ne pas passer trop près de moi. La maîtresse l'a vu et elle lui a fait un reproche. Et l'enfant a dit « Mais maîtresse, j'ai rien fait. » On peut comprendre sa stratégie pour avoir l'air innocent. Il m'a pas donné de coups, il m'a pas touché, il ne m'a rien dit. Alors techniquement, il peut dire qu'il n'a rien fait. Mais la maîtresse a fort sagement répondu avec son joli accent français de France. « Et quand tu l'évites, tu crois que tu ne lui fais rien? » Et voilà. Il avait effectivement fait quelque chose, mais l'enfant que j'étais à ce moment-là n'aurait pas su le nommer. Il a fallu la maturité et l'expérience d'une maîtresse d'école habituée aux tactiques des enfants pour se faire du mal les uns aux autres, pour savoir nommer clairement le problème. Ça fait partie des stratégies de certains intimidateurs, aussi bien adultes qu'enfants. Ils font des choses pour lesquelles il est difficile de nommer explicitement le geste, les mots qui sont fautifs. Même si ceux qui sont ciblés par leur violence, eux, la ressentent très bien. N'empêche que quand ils s'en plaignent, les intimidateurs rétorquent en disant qu'ils n'ont rien fait. Et là, la victime d'intimidation se retrouve prise au dépourvu parce que c'est difficile pour elle de nommer le geste précis commis par un individu pris isolément dans le groupe qui lui fait subir de l'intimidation. Parce que oui, l'intimidation, ça se fait souvent en groupe. Et quand c'est groupé, c'est d'autant plus vicieux que justement, contrairement à un intimidateur qui agirait seul et pour lequel on pourrait donner une série de faits précis qui pointent tous vers lui, avec de l'intimidation en groupe, c'est l'ensemble des gestes de plusieurs personnes qui font souffrir la cible de l'intimidation. Alors, dès qu'on cherche à adresser des reproches aux individus impliqués, ça devient difficile. Mais pourtant, l'intimidation est tout aussi réelle. Et justement, ceux qui participent à de l'intimidation en groupe, ils savent ce qu'ils font. Même s'ils participent par des petits gestes, ils pourraient choisir de ne pas les faire, ces petits gestes-là qui contribuent à vous empoisonner la vie. Alors, si vous êtes une cible, il ne faut pas vous sentir gêné de leur en vouloir de participer. Votre ressenti est valide. Bon, quand j'étais en 4e année, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. À notre époque, comment parler d'intimidation sans parler des réseaux sociaux? Si vous êtes victime d'intimidation sur les réseaux sociaux, c'est d'autant plus facile pour les intimidateurs de prétendre qu'ils n'ont rien fait, hein? Par exemple, ils ont juste mis un j'aime ou une réaction de rire sur une publication sur Facebook. Ils ont juste écrit un commentaire sous une publication qui vous ciblait mais qui passait par hasard sur leur fil d'actualité. Alors ici, je vais distinguer 2 archétypes parmi les intimidateurs. D'un côté, il y a les créateurs de contenu, ceux qui produisent des vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes dans lesquelles ils ciblent des individus, ou encore ceux qui font des posts sur Facebook, Twitter, sur d'autres médias sociaux, où encore là, ils ciblent des individus. Ceux-là, on pourrait les appeler des influenceurs. De l'autre côté, il y a les suiveux.
Ceux qui écoutent les vidéos ou suivent les pages où on cible des individus et qui commentent les vidéos ou les posts. Écoutez, ce sont des archétypes, alors n'oubliez pas que la même personne peut agir parfois comme influenceur, parfois comme suiveux. Et n'oubliez pas non plus que les influenceurs agissent en coopération avec les suiveux. Souvent, ce sont des suiveux qui fournissent des idées ou du matériel aux influenceurs pour leurs vidéos ou pour leurs posts. Bref, on ne parle pas de deux groupes nettement séparés, mais la distinction existe et elle aide à comprendre ce que je vais dire ensuite. Moi, je l'ai été beaucoup ciblée sur Facebook et j'ai constaté ceci. Les influenceurs suscitent des séries de commentaires injurieux, parfois même déshumanisants, des discussions qui comprennent des raconteurs sur les personnes exposées dans les vidéos ou dans les posts. Mais quand on leur reproche ce qu'ils font, les influenceurs se déresponsabilisent en disant qu'eux, ils ont juste fait une publication ou une vidéo et qu'ils ne sont pas responsables des commentaires que font les autres. Quant aux suiveux, eux aussi, ils vont se déresponsabiliser en disant qu'ils n'ont rien fait de mal. Eux, ils ont juste ajouté un commentaire alors qu'il y en avait déjà plein. Alors pourquoi est-ce que ce serait à eux qu'on fait un reproche alors qu'ils ont seulement ajouté un commentaire et qu'il y avait déjà plein d'autres commentaires? Je vous invite à prendre conscience de ceci. En réalité, les influenceurs et les suiveux sont responsables. Ils ont beau le nier, ils sont tous responsables. C'est vraiment vicieux comme comportement, en fait, leur façon de se déresponsabiliser, parce que si vous êtes une victime d'intimidation et que chacune des personnes qui contribuent à vous faire violence dit qu'elle est innocente, ça ajoute à la violence que vous vivez. Parce qu'en fait, on vous fait croire que vous inventez le problème et on invalide votre ressenti. Carrément, votre ressenti est invalidé par ceux qui agissent de façon à créer chez vous ce ressenti désagréable-là. Alors, si c'est votre cas et que vous m'écoutez, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Vous n'inventez pas le problème. Et aussi bien les créateurs de contenu qui vous ciblent que ceux qui les suivent et les alimentent en écrivant des commentaires, tous ces gens-là vous font bel et bien quelque chose. Oui, ils agissent de cette façon-là, alors qu'ils seraient capables d'agir autrement. Celui qui choisit de faire des posts en sachant que ça va susciter des commentaires blessants et des commérages, il pourrait ne pas les faire, ces posts-là. Celui qui choisit d'écrire un commentaire injurieux, déshumanisant, un mensonge, il aurait la possibilité de ne pas commenter. Et s'il sort l'excuse que le post est apparu par hasard sur son fil d'actualité, souvenez-vous que ça ne l'obligeait aucunement à commenter. D'ailleurs, vous savez quoi? Moi, c'est rare que des posts venant de pages Facebook où on expose des gens à être le sujet de commentaires injurieux apparaissent sur mon fil d'actualité. Savez-vous pourquoi? Parce que je ne m'abonne pas à ce genre de page. Ceux qui voient passer des posts où on vous cible, c'est probablement parce qu'ils ont choisi de suivre des pages où on vous cible. Ils n'ont aucune légitimité de prétendre devant vous qu'ils ne font rien de mal à votre égard. A fortiori, s'ils ont écrit des commentaires. Ils ont participé à de la violence verbale et psychologique, et si vous en êtes la cible, vous avez le droit d'en ressentir de la peine ou de la colère et de leur faire des reproches. Les intimidateurs agissent en groupe
et ils savent très bien à quoi ils participent. En plus, je mentionnais il y a quelques minutes que les suiveux fournissent du matériel aux influenceurs. Alors souvent, la responsabilité de ceux qui font juste commenter quelque chose qu'ils ont vu passer par hasard sur Facebook, elle est d'autant plus importante. Ce n'est pas rare qu'ils ont participé à concevoir les publications en plus de les commenter. Je le redis, j'insiste, les intimidateurs agissent en groupe. C'est commun qu'ils disent après, quand ils se font prendre à partie individuellement, « Hé, moi tout seul, j'ai rien fait. » ou presque. Et ça a quasiment l'air vrai. Mais ce ne l'est pas. Ils sont responsables des actions groupées auxquelles ils participent en toute conscience. Je l'ai dit, je le redis et je redis aussi et surtout que si vous êtes une cible et que vous en ressentez de la peine ou de la colère, votre ressenti est valide. Il est justifié. Et c'est légitime de votre part de faire des reproches à ceux qui participent à vous faire vivre ça. Je vais vous dire, ça fait plus que 10 ans que je suis victime d'intimidation en tant qu'adulte, et la raison qui est donnée par ceux qui me ciblent, c'est certaines de mes positions sociopolitiques. Parmi ceux qui ont participé à de l'intimidation à mon endroit depuis toutes ces années-là, il est arrivé qu'il y en ait parmi eux qui s'étaient vraiment laissés influencer plus ou moins consciemment par un groupe, sans être totalement mal intentionnés, mais ceux-là, soit ils ont commenté 2-3 fois sans plus, soit ils finissaient par se rendre compte du mal qu'ils faisaient ou qu'ils s'étaient trompés sur mon compte, et alors ils arrêtaient. Certains d'entre eux m'ont même présenté des excuses. D'ailleurs, ceux qui m'ont présenté des excuses, si vous m'écoutez, vous vous reconnaissez et je vous lève mon chapeau parce que présenter des excuses, ça veut dire admettre qu'on s'est trompé et ça demande une certaine humilité. Mais bon, passons. Ce ne sont vraiment pas tous ceux qui participent à l'intimidation à mon endroit qui finissent par s'arrêter ou qui réalisent, ils réalisent à quoi ils participent, mais il y en a qui s'arrêtent quand ils réalisent, mais il y en a beaucoup qui ne s'arrêtent pas. Et si vous êtes une cible d'intimidation, vous aussi, vous remarquez probablement des individus dans le groupe qui vous intimident, des individus qui participent aux commentaires d'une manière significative, c'est-à-dire qu'ils le font d'une manière récurrente et sur une période de temps prolongée, et qu'ils continuent même après avoir été informés qu'ils vous causent du tort. Ceux-là, ils ont sans aucun doute conscience de participer à faire du mal à quelqu'un. Et si vous leur en voulez, vous avez raison de leur en vouloir. Évidemment, je ne suis pas en train de vous conseiller d'entretenir de la rancune. Pour votre propre bien-être, il faut que vous arriviez à vous en détacher. Mais justement, pour arriver à s'en détacher, il faut d'abord comprendre ce qu'on ressent et intégrer que c'est un ressenti valide. Il y a un deuxième trait récurrent chez les intimidateurs que j'ai constaté dans mon expérience personnelle, en plus d'en entendre parler dans des témoignages. En l'occurrence, le fait de blâmer leurs victimes. Dans mon cas, étant donné que c'est à cause de certaines de mes idées sociopolitiques qu'on me harcèle, si vous saviez le nombre de fois où des intimidateurs, qu'ils fassent partie des influenceurs ou des suiveux, m'ont dit quelque chose qui ressemble à ceci. Si t'arrêtais de défendre des opinions qui nous dérangent, on arrêterait de s'en prendre à toi. Ça veut dire que c'est toi qui es responsable de ce que tu subis. Ne vous faites pas avoir si on vous dit le même genre de choses. En ce qui me concerne, ils ont déjà réussi à me faire sentir coupable, mais aujourd'hui, je le dis haut et clair, avec conviction,
Les gens qui m'écrivent des messages privés pour m'injurier, ce sont eux qui font l'action de m'écrire des messages d'insultes. Je ne suis pas responsable de leurs actions. Ceux qui font des vidéos où ils parlent de moi en invitant ceux qui les écoutent à rire de moi ou à me rabaisser, ce sont eux qui font ces vidéos-là, pas moi. Ceux qui font des posts sur moi sur Facebook, ce sont eux qui font des posts. Je n'ai pas à porter la responsabilité de leurs actions. La même chose pour ceux qui alimentent ce jeu-là en commentant les vidéos ou les posts sur moi. Et je vous invite à vous dire la même chose si vous vivez la même chose que moi. Ne croyez pas ceux qui disent que c'est votre faute. Même si ce sont des captures d'écran de vos propos qui sont exposés, parce que oui, c'est un concept devenu assez commun de cibler des gens en affichant des captures d'écran de leurs propos, généralement sortis de leur contexte ou accompagnés d'interprétations tordues. Et je vous dirais que personnellement, c'est la principale méthode utilisée par ceux qui s'en sont pris à moi ces dernières années. Si vous vous faites faire la même chose que moi, ne laissez personne vous convaincre que c'est à vous de ne pas utiliser les réseaux sociaux si vous ne voulez pas que ça vous arrive. Il ne vous revient pas de vous priver d'utiliser les réseaux sociaux parce que d'autres personnes prennent l'initiative d'imposer des sanctions sociales à des utilisateurs des réseaux sociaux. C'est comme si on vous disait que vous avez juste à ne pas sortir de chez vous si vous ne voulez pas qu'on vous importune. Évidemment, si vous restiez chez vous, personne ne pourrait vous importuner dans la rue. Le fait que vous sortiez chez vous, ça rend possible de vous importuner, alors que ce ne serait pas possible si vous restiez enfermé. Mais ce sont les gens qui importunent les autres dans la rue qui font quelque chose de pas correct. Pas ceux qui se permettent de sortir de chez eux. Eh bien, la même chose est vraie avec les réseaux sociaux. Ce ne sont pas ceux qui les utilisent pour exprimer des opinions, pour échanger avec leurs contacts qui font quelque chose de pas correct, même si leurs publications sont publiques. Ceux qui font quelque chose de pas correct, ce sont ceux qui se servent des réseaux sociaux pour tourmenter les autres utilisateurs. Chacun a le droit de circuler comme bon lui semble dans les lieux publics et chacun a le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Si des gens en profitent quand vous vous adonnez à l'une de ces deux choses pour vous intimider parce que ça rend la chose possible, ça ne la rend pas pour autant acceptable et ça ne vous en rend pas responsable non plus. Ils en sont responsables et vous avez le droit de le leur reprocher. Tenez, imaginons deux personnes qui utilisent les réseaux sociaux. On a Julie qui publie et commente sur Facebook, qui donne des opinions, qui partage des articles. Bon, c'est vrai, sur Facebook, on ne peut plus, mais vous voyez le topo. Elle utilise Facebook, elle communique avec ses contacts Facebook, elle partage des choses. Et ses publications, elles sont en mode public. Puis, on a Maxime. Maxime, il tient une page sur laquelle il publie des captures d'écran de propos qu'il trouve un peu partout sur Facebook. Et dans la description de sa page, il annonce qu'il publie des captures de propos de gens qui méritent qu'on rie d'eux ou qu'on les rabaisse ou qu'on les exclue. Si Maxime prend des captures d'écran de propos de Julie et qu'il les publie sur sa page sur laquelle il annonce ici « Venez rire des gens ou les rabaisser ou les exclure ». Est-ce que c'est Julie ou Maxime qui a mis la capture d'écran sur la page de Maxime? C'est Maxime.
Si Maxime dit, ben c'est pas ma faute, c'est Julie qui a écrit ça sur Facebook, c'est complètement légitime de répondre à Maxime que c'est Julie qui a écrit ça sur Facebook, mais c'est lui qui en a exposé la capture d'écran dans un contexte précis, de façon à ce que ça génère des commentaires blessants pour Julie, et possiblement de façon à ce que ça nuise à sa réputation ou à ses relations avec d'autres gens. Troisième et dernier trait des intimidateurs dont je veux parler aujourd'hui. Ils agissent d'une manière dont il est à prévoir que ça va rendre leur cible émotive et éventuellement la faire réagir, justement, avec émotion. Ils attendent juste que la cible réagisse pour retourner sa réaction contre elle. Par exemple, ils font subir un déluge d'insultes, de commentaires méprisants, de commentaires passifs-agressifs, de moqueries à quelqu'un, jusqu'à ce que la personne soit à bout et qu'elle réponde en injuriant à son tour ceux qui l'agressent verbalement. Et là, il pointe sa réaction en disant « Vous voyez, c'est elle qui s'en prend aux autres. » Ça m'est arrivé d'en avoir marre et de répliquer. Si vous êtes une victime d'intimidation, ça vous est probablement arrivé aussi. Après tout, on est humain. À un moment donné, quand on se fait attaquer, on a envie de se défendre. Bien entendu, mon conseil le plus rationnel, ce serait de vous dire d'éviter de réagir sous le coup de l'émotion, mais écoutez, si ça finit par vous arriver, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Bon, écoutez, ça fait quand même plus que 10 ans que je me fais cibler. Hein. En plus, on a essayé de m'atteindre au travail en communiquant de diverses manières, soit avec des collègues, avec des patrons, bref. Oui, ça m'est arrivé d'être à bout et d'injurieux à mon tour ceux qui m'attaquaient. Si ça vous est arrivé aussi, ne vous en voulez pas trop. Autre conseil, n'écoutez pas vos bullies s'ils vous reprochent vos moments d'impatience en prouvant que ça prouve que c'est vous qui cherchez les problèmes. Surtout, ne vous justifiez pas devant eux. Moi, je me suis fait avoir, je suis tombée dans le panneau tellement de fois de me justifier devant eux. Ne vous justifiez pas devant vos intimidateurs. N'essayez pas de faire la démonstration devant eux que c'est vous qui êtes ciblé la plupart du temps et que vous avez juste fini par répliquer parce que vous en aviez assez. Ne leur dites pas ça, ils le savent. Ils le savent pertinemment. Les bullies ne sont pas des gens honnêtes. Ce ne sont pas des gens de bonne foi. Ne les traitez pas comme s'ils l'étaient. Si vous avez perdu patience, dites-vous que c'est juste humain et passez à autre chose. Pour conclure, en cette journée du chandail rose contre l'intimidation, j'exprime ma solidarité à ceux qui en vivent. Que vous en viviez pour les mêmes raisons que moi, comme c'est le cas de April Hutchison, dont j'ai acheté le t-shirt rose que je porte pour l'occasion, ou que les raisons invoquées par ceux qui vous intimident soient d'un autre ordre. Je vous invite aussi à en parler ouvertement si vous êtes une cible. Malheureusement, les intimidateurs réussissent souvent à agir avec plus de facilité parce qu'il est commun que leur cible ait honte ou se laisse convaincre que l'intimidateur a rien fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Oui, ils ont fait quelque chose et parlez-en. J'espère vous avoir aidé de façon à ce que vous soyez plus en mesure de formuler, de décrire ce que vos intimidateurs vous font. Évidemment, ne tombez pas dans l'intimidation en retour. Mais parlez-en. Et donnez-vous le droit de ressentir ce que ça vous fait ressentir, de façon à pouvoir dépasser ce ressenti désagréable, à vous retrouver dans un meilleur état d'esprit
et de façon à pouvoir mieux vous protéger.